extraordinaire, 30 ans. Et puis après, j'étais obsédée par Et si l'histoire que Paris a cru connaître pendant 30 ans était fondée sur un immense malentendu? Et si, derrière l'élégance, la lumière et les sourires mondains, une femme avait appris à se taire pour survivre? Pendant 3 décennies, Ariel Dombasle n'a presque rien dit. Pas parce qu'elle n'avait rien à raconter, mais parce que certaines vérités, lorsqu'elles touchent au cœur même de ce que l'on a été, exigent un silence long, presque douloureux, avant d'accepter d'être prononcées. 30 ans. Une vie entière. 30 ans durant lesquels Paris a continué de la regarder comme une apparition hors du temps, silhouette diaphane, voix singulière, élégance irréelle. Une femme que l'on croyait intouchable, protégée par sa grâce, comme si le monde ne pouvait jamais l'atteindre vraiment. Aux yeux du public, Ariel avançait dans la vie comme si la lumière avait été créée pour elle. Elle ne semblait jamais lutter, elle glissait. Sur les plateaux de cinéma, sur les scènes, dans les salons intellectuels, elle donnait l'impression d'appartenir à une autre dimension. Une femme sans aspérité, sans drame visible. Une muse, disaient certains. Une énigme, murmuraient d'autres. Mais presque personne ne se demandait ce que coûte, à l'intérieur, le fait d'être constamment perçue comme une image. Ariel n'a jamais été une femme de scandale. Elle ne s'est jamais défendue à coups de déclarations fracassantes. Sa force a toujours été ailleurs, dans l'art du retrait, dans la maîtrise du non-dit. Lors des interviews, elle parlait lentement, s'arrêtait, laissait planer des silences que les journalistes n'osaient pas toujours combler. Elle répondait sans répondre, comme si une partie d'elle restait volontairement hors d'atteinte. Cette distance n'était pas une coquetterie, c'était une armure. Car derrière cette douceur presque irréelle, il n'y avait rien de fragile. Ariel appartenait à ces femmes chez qui la délicatesse est une forme de résistance. Elle savait que le monde de la culture, surtout à Paris, aime enfermer les femmes dans des rôles. La muse, l'égérie, la compagne brillante. Elle refusait de se justifier, refusait de corriger les rumeurs, refusait même parfois d'expliquer son propre parcours. Le silence devenait son langage le plus sûr. Et puis il y avait cet autre nom, omniprésent, imposant, presque indissociable d'une certaine idée de l'intellect français, Bernard-Henri Lévy. Longtemps, leur histoire a été racontée comme une rencontre lumineuse entre deux mondes, la grâce et la pensée, l'art et la philosophie, l'instinct et la rigueur. Une alliance que beaucoup admiraient, parfois enviaient, mais rarement questionnaient. Ce que l'on ignorait, ou que l'on préférait ignorer, c'est ce que cette union avait silencieusement transformé en elle, car toutes les histoires ne laissent pas de traces visibles. Certaines n'abîment pas le corps, mais déplacent lentement l'âme. Elles ne blessent pas d'un coup, elles modifient, jour après jour, la manière de se tenir, de parler, de choisir, jusqu'au moment où l'on ne reconnaît plus tout à fait la voix que l'on entend à l'intérieur. Pendant 30 ans, Ariel a accepté que son histoire soit racontée par d'autres. Elle a laissé Paris projeter sur elle ses fantasmes, ses récits commodes, ses versions rassurantes. Elle a souri, travaillé, créé, avancé. Mais quelque chose profondément était resté en suspens. Une vérité qui refusait de disparaître. Une vérité qui attendait son heure. Et lorsque, enfin, elle a accepté de parler, ce ne fut ni pour accuser, ni pour régler des comptes. Ce fut pour reprendre sa place. Car le silence, lorsqu'il dure trop longtemps, finit par peser plus lourd que les mots eux-mêmes. Ils se sont rencontrés un soir d'hiver, à Paris, dans cet entre-deux si particulier où la ville semble retenir son souffle. Un appartement trop blanc, presque clinique, saturé de conversations sérieuses, de phrases pesées, d'idées alignées comme des livres sur une étagère. On parlait de philosophie, de politique, de l'état du monde, avec cette gravité feutrée propre aux cercles intellectuels parisiens. Et puis Ariel Dombasle est entrée, elle portait un manteau clair, comme si elle avait apporté avec elle une lumière étrangère à la pièce. Sa présence ne faisait pas de bruit, mais elle modifiait l'air. Certains regards se sont levés, d'autres se sont figés. Ariel n'imposait rien. Elle apparaissait. À cet instant précis, sans le savoir, elle venait de franchir une frontière invisible. Au centre du salon, presque immobile, se tenait Bernard-Henri Lévy. Il parlait peu, mais lorsqu'il parlait, les conversations autour semblaient ralentir. Il avait cette manière d'occuper l'espace sans élever la voix,
de donner à chaque mot un poids particulier. Son regard observait plus qu'il ne séduisait. Il analysait, il découpait le réel avec une précision presque chirurgicale. Leurs regards se sont croisés brièvement. Pas de sourire appuyé, pas de geste théâtral. Juste une reconnaissance silencieuse. Comme si quelque chose d'instinctif venait de se produire sans demander l'autorisation à la raison. La différence entre eux était flagrante, presque cinématographique. Elle, mouvante, intuitive, faite de sensations et d'images. Lui, structuré, rigoureux, habité par l'ordre des idées et la gravité du monde. Deux langages, deux rythmes, deux manières d'exister. Et pourtant, cette opposition ne créait pas de distance. Elle ouvrait un espace, un territoire fragile où la curiosité prenait le pas sur la méfiance. Ils ont échangé quelques phrases, une remarque sur un livre, une allusion à un film, une réflexion suspendue. Bernard-Henri ramenait naturellement la conversation vers des terrains sérieux, là où l'art se mêle à la politique, là où chaque idée engage une responsabilité. Ariel, elle, répondait par des images, par des intuitions, comme si la pensée devait d'abord traverser l'émotion avant de devenir un discours. Très vite, elle a senti que sa présence ne le laissait pas indifférent. Il l'écoutait autrement, pas comme on écoute une actrice brillante ou une muse élégante, mais comme on observe un phénomène qu'on ne comprend pas encore totalement. Il cherchait l'origine de cette manière de flotter au milieu d'un monde si structuré. Et Ariel, de son côté, s'étonnait de se sentir regardée sans être réduite à une esthétique. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que sa voix ne se dissolvait pas dans l'image. Les premiers gestes furent discrets. Un livre recommandé, un appel bref, presque formel, une invitation à une projection privée. Rien de spectaculaire, aucun débordement, seulement des signes répétés, mesurés, d'un intérêt qui s'installait. Bernard-Henri parlait d'idées, Ariel parlait de sensations. Il cherchait à comprendre, elle cherchait à ressentir. Et dans cette asymétrie, quelque chose trouvait son équilibre. Au fil des rencontres, il découvrit chez elle une force qu'il n'avait pas anticipée, une capacité à absorber la complexité sans jamais la rendre pesante, une intelligence qui ne passait pas par les démonstrations, mais par la justesse du regard. Quant à Ariel, elle se laissa surprendre par la densité de cet homme, par cette intensité qui, sous l'assurance publique, dissimulait une fragilité rarement exposée. Ils donnaient l'impression de se compléter, comme si chacun reconnaissait chez l'autre une part manquante de lui-même. À ce moment-là, rien ne semblait dangereux, rien n'annonçait l'ombre. Leur rencontre ressemblait à une évidence douce, presque rassurante, une parenthèse lumineuse dans un Paris souvent trop dur pour la délicatesse. Mais certaines évidences, lorsqu'on les regarde de trop près, révèlent plus tard leur prix caché. Au commencement, tout semblait simple, presque trop simple pour être vrai. Leur relation s'installait dans un rythme feutré, à l'abri du bruit, comme une enclave protégée au cœur d'un Paris toujours pressé de juger. Ils marchaient côte à côte sans se presser, dînaient tard dans des restaurants presque vides, parlaient jusqu'à l'aube dans des appartements baignés d'une lumière douce. À les observer, on avait le sentiment d'assister à l'accord rare de deux solitudes qui, par miracle, avaient trouvé la même cadence. Ariel découvrait chez lui une concentration d'esprit qui la fascinait. Il parlait des conflits du monde, de littérature, de morale, avec une intensité qui donnait l'impression que chaque idée engageait sa propre vie. Il citait des textes comme on récite des prières. Il déroulait des raisonnements complexes avec la précision d'un horloger. Elle l'écoutait, non pas pour rivaliser, mais pour respirer dans cette densité nouvelle. À son contact, elle avait l'impression que le monde prenait une autre profondeur. De son côté, il semblait apaisé par sa présence. Ariel apportait ce que peu de gens autour de lui possédaient, un souffle, une manière de dire sans démontrer, de suggérer sans imposer. Elle voyait le réel à travers des images, des intuitions, des élans parfois désordonnés. Et ce désordre, au début, l'enchantait. Elle adoucissait les angles de sa pensée. Elle ouvrait des fenêtres là où tout semblait trop bien fermé. Peu à peu, une routine à deux se mit en place. Dans l'appartement lumineux d'Ariel, il s'asseyait près de la fenêtre pendant qu'elle répétait une mélodie ou parcourait un scénario. Parfois, il levait les yeux de son livre pour l'observer en silence. Ces silences-là n'étaient pas lourds. Ils avaient la texture rassurante de la confiance. On aurait dit que le temps s'étirait autour d'eux, comme s'il acceptait de ralentir pour ne pas troubler cet équilibre naissant.
Aux yeux des autres, ils formaient un couple impressionnant. Une alliance improbable entre la grâce et la rigueur, entre la sensibilité et l'intellect. On parlait d'eux avec admiration. Certains y voyaient une rencontre presque idéale, elle, la muse libre, lui, le penseur structurant. Deux figures fortes qui semblaient se nourrir mutuellement sans jamais se menacer. Et Ariel elle-même croyait sincèrement vivre quelque chose de rare. Un amour où l'esprit et l'émotion marchaient ensemble sans se piétiner. Pourtant, dans cette harmonie apparente, quelque chose commençait à se déplacer. Rien de brutal, rien qui mérite une alarme, juste des nuances, une phrase légèrement appuyée sur un choix artistique, une question posée avec une gravité nouvelle, un silence qui n'était plus seulement une respiration, mais un léger retrait. Ariel n'y prêtait pas attention. Dans l'euphorie des débuts, elle interprétait ces signes comme de la sollicitude, une forme d'intérêt profond, presque protecteur. Il se mit à lire certains de ses textes, à suggérer des modifications, à commenter ses projets, toujours avec calme, parfois avec humour, jamais avec agressivité. Et c'est précisément ce qui rendait ses gestes presque invisibles. Ariel y voyait une marque d'engagement, la preuve qu'il prenait son travail au sérieux. Elle ne percevait pas encore la nuance subtile qui s'installait, le passage de l'échange à l'orientation, du dialogue à l'attente implicite. Par moments, une intuition fugace la traversait, comme une légère tension intérieure. Elle avait l'impression, difficile à formuler, qu'une version plus cohérente, plus ajustée d'elle-même semblait attendue. Une Ariel un peu plus alignée, avec un univers qui n'était pas entièrement le sien. Mais ce pressentiment restait flou, elle le chassait. Après tout, n'était-ce pas cela, aimer, s'adapter, ajuster, faire de la place à l'autre? La lumière dominait encore. L'histoire restait belle, et quand la lumière est trop forte, elle empêche parfois de distinguer les ombres qui commencent à se former dans les coins les plus discrets. Car sans qu'elle s'en rende compte, l'équilibre venait de changer de nature. Le changement ne s'est pas annoncé, il ne s'est pas présenté comme une fracture nette, ni comme un conflit visible. Il est arrivé à pas feutrer, presque avec élégance, comme ces glissements imperceptibles qui, lorsqu'on se retourne, ont déjà déplacé le paysage derrière nous. Ariel n'aurait jamais pu désigner un jour précis, une phrase exacte, un instant clair où tout aurait basculé, et c'est précisément cela qui rendait la transformation si troublante. Peu à peu, Bernard-Henri Lévy occupait davantage d'espace, non pas par autorité déclarée, mais par une présence constante, structurante, presque évidente. Ses remarques sur le travail d'Ariel devenaient plus affirmées. Là où il suggérait autrefois, il orientait désormais. Là où il questionnait, il analysait. Ses mots restaient calmes, toujours rationnels, toujours enveloppés d'intelligence. Rien de brutal, rien de condamnable en apparence. Et c'est ainsi que s'installe la domination la plus difficile à identifier. Celle qui ne crie pas, celle qui ne frappe pas, celle qui se présente comme une aide. Ariel ne se sentait pas contrainte, elle se sentait guidée. Elle pensait encore choisir, mais quelque chose en elle commençait à se modifier, lentement, profondément. Lorsqu'elle parlait d'un nouveau projet, il fronçait parfois les sourcils avant même qu'elle n'ait terminé sa phrase. Lorsqu'elle exprimait un doute, il répondait par une analyse si rigoureuse qu'elle semblait refermer toutes les issues possibles. Son instinct, qu'il avait toujours porté, se retrouvait face à une logique implacable, une logique brillante, une logique difficile à contredire sans avoir l'impression d'être naïve. Sans s'en rendre compte, Ariel commença à choisir ses mots avant de les prononcer, à filtrer ses idées, à mesurer ce qui serait reçu comme pertinent et ce qui risquait d'être jugé inutile, léger, insuffisamment construit. L'appartement, autrefois refuge de création et de spontanéité, changea de texture. Les silences n'étaient plus seulement des respirations partagées, ils devenaient des espaces où sa voix intérieure se faisait plus discrète. Elle chantait moins, elle improvisait moins. Les élans spontanés cédèrent la place à des conversations longues, denses, où chaque phrase semblait devoir être évaluée, pesée, justifiée. Ariel avait parfois l'impression que ses idées existaient désormais pour être relues, corrigées, ordonnées, comme un texte soumis à validation. Rien de tout cela ne ressemblait à une violence, et pourtant, l'effet était là. Une fatigue nouvelle s'installait, une lassitude douce, presque invisible. Elle commença à repousser certains désirs, à ajourner certains rêves, tourner un film plus expérimental, explorer un registre plus libre.
Chaque envie devenait une négociation silencieuse avec elle-même. Était-ce vraiment nécessaire? Était-ce cohérent? Était-ce malin, à la hauteur? Son entourage percevait quelque chose sans pouvoir le nommer. Elle riait toujours, mais un peu moins longtemps. Elle brillait encore, mais avec une retenue nouvelle. Lors des dîners, elle laissait souvent Bernard-Henri occuper l'espace verbal, comme si le rythme naturel de la conversation s'était aligné sur le sien. Certains amis s'inquiétaient à demi-mot. Elle semble plus effacée, non? Mais personne n'osait aller plus loin. Le couple restait impressionnant. Intouchable, pensait-on. Les premiers signes de malaise se logeaient dans les détails. Une robe qu'elle aimait, jugée trop légère, une rencontre qu'elle souhaitait, estimée inutile, un commentaire fait devant des proches où son propos était reformulé, presque réécrit, de simples ajustements, toujours justifiés, toujours raisonnables. Mais additionnés les uns aux autres, ces micro-déplacements finissaient par créer un écart douloureux entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle osait exprimer. Ariel ne se plaignait pas. Ce n'était pas dans sa nature. Elle avançait avec cette élégance silencieuse qui la caractérisait depuis toujours. Mais à l'intérieur, une poussière lente se déposait, jour après jour, sans bruit, jusqu'à ce que la lumière, sans disparaître complètement, éclaire moins clairement certains coins de sa propre vie. C'est ainsi que l'ombre prit sa forme pleine. Non pas une obscurité spectaculaire, mais une absence progressive de clarté. Le genre d'ombre que l'on ne remarque qu'en fin de journée, lorsque le soleil se retire et que l'on réalise soudain que l'on voit moins bien qu'avant. Le point de rupture n'est jamais spectaculaire. Il ne surgit pas avec des cris, ni des portes qui claquent. Il s'installe dans l'ordinaire, presque avec pudeur, comme si le destin avait choisi la discrétion pour marquer l'instant où tout bascule. Ce soir-là, rien ne semblait différent. Paris était calme. L'appartement baignait dans une lumière tamisée. Ariel était assise dans le salon, un scénario posé sur ses genoux, un projet auquel elle tenait profondément, un projet qui lui ressemblait. Elle tournait les pages lentement, comme on caresse une idée encore fragile. Elle savait que ce texte n'était pas parfait, mais elle y avait mis quelque chose d'essentiel, une part d'elle-même qu'elle n'osait plus souvent exposer. Lorsque Bernard-Henri entra, il semblait fatigué, encore habité par les débats-points de la journée. Il jeta un regard sur le scénario, le prit, le parcourut rapidement, trop rapidement, puis il le reposa. Le soupir qui suivit pesa plus lourd que n'importe quelle colère. « Ce projet ne te ressemble pas. Tu devrais l'abandonner. » La phrase était calme, définitive, presque douce. Il n'y avait ni mépris, ni brutalité. Et pourtant Ariel sentit quelque chose se tendre en elle, une ligne invisible étirée depuis trop longtemps. Pendant des mois, peut-être des années, elle avait accepté les conseils, les analyses, les orientations. Elle avait ajusté, tempéré, contenu. Mais cette fois, ce n'était plus une suggestion, c'était une négation. Elle resta silencieuse. Elle ferma le scénario et posa ses mains dessus, comme pour protéger les pages. Elle leva les yeux, cherchant une ouverture, un signe de dialogue. Mais déjà, il parlait d'autre chose, comme si la discussion était close, avant même d'avoir commencé. Comme si ce qui comptait vraiment venait d'être tranché sans appel. Le silence qui s'installa n'avait plus rien de rassurant. Ce n'était plus le silence complice des débuts. C'était un silence où quelque chose se brisait lentement, presque poliment. Ariel sentit, avec une clarté soudaine, qu'elle avait atteint un seuil, celui où continuer signifiait renoncer à une part irréversible d'elle-même. Cette nuit-là, elle dormit peu. Dans l'obscurité de la chambre, elle entendait les pas dans le couloir, le bruit léger d'une porte qui se referme. Rien d'anormal. Et pourtant tout avait changé, il ne s'en rendait pas compte. Elle, si, une lucidité presque douloureuse montait en elle comme un air trop froid que l'on respire pour la première fois. À l'aube, Ariel se leva avant le jour. Elle traversa l'appartement silencieux, toucha le dossier d'un fauteuil, ouvrit une fenêtre. L'air frais entra brusquement. Ce courant d'air fut comme un signal. Elle comprit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible, que certaines lignes, une fois franchies, ne se redessinent jamais. Ce n'était pas une décision spectaculaire, plutôt une évidence calme, une certitude intime. Elle savait désormais que continuer à se taire revenait à disparaître un peu plus, et qu'il lui faudrait du temps, beaucoup de temps, pour comprendre, pour se reconstruire, pour retrouver sa propre lumière, sans la confondre avec celle d'un autre. À partir de cette nuit-là, la relation changea de nature. Elle continua encore, en apparence. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était déjà détaché. Ariel
portait désormais une vérité qu'elle n'était pas prête à dire. Une vérité qui demanderait des années de silence avant de trouver sa voix. La révélation n'est pas venue dans le fracas. Elle n'a pas éclaté comme une confession spectaculaire, ni comme une vengeance tardive. Elle est arrivée doucement, des années plus tard, dans une salle calme où les projecteurs semblaient volontairement discrets. Ariel Dombas s'est assise face à l'intervieweur, les mains posées l'une sur l'autre, comme pour retenir un passé qui avait trop longtemps pesé sur sa voix. À cet instant, il n'y avait ni colère, ni amertume. Il y avait une décision intérieure, celle de ne plus se taire. On lui a demandé simplement pourquoi avoir gardé le silence si longtemps. Ariel a pris quelques secondes, pas pour calculer, pour respirer. Puis elle a répondu avec une douceur qui a surpris l'équipe elle-même, parce qu'on ne parle pas facilement de ce qui nous façonne en profondeur, parce que certaines vérités demandent du temps avant d'accepter d'être dites sans détruire ce qui reste à sauver en soi. Elle n'a cité aucun détail croustillant, aucun épisode précis, aucun reproche frontal. Elle a parlé d'atmosphère, de nuances, de cette transformation lente et intérieure qui ne laisse pas de bleu visible, mais qui modifie la manière d'exister. J'ai vécu aux côtés d'un homme dont l'intellect m'a énormément nourri, a-t-elle dit. Mais parfois, on peut se perdre dans la lumière de quelqu'un d'autre, et il m'a fallu beaucoup d'années pour retrouver la mienne. L'homme dont elle parlait, chacun l'avait reconnu sans qu'elle n'ait besoin de le nommer. Bernard-Henri Lévy. Pourtant, ce n'était pas lui qui se trouvait au centre de son propos. C'était elle, son chemin, sa lente reconquête. Elle a ajouté, avec une lucidité presque désarmante, le plus difficile n'est pas la relation. Le plus difficile, c'est ce que l'on devient sans s'en rendre compte. On croit choisir, mais parfois on s'adapte trop. On se tait, on simplifie, on disparaît un peu. Ces mots n'avaient rien de spectaculaire. Et c'est précisément pour cela qu'ils ont touché juste. Il n'y avait ni règlement de compte, ni volonté de réécrire l'histoire. Parler, pour Ariel, n'était pas une attaque, c'était une respiration, une manière de remettre la lumière au bon endroit. Dans les jours qui ont suivi, Paris a été surpris par la retenue de cette confession. Pas de scandale, pas de cris, juste une femme qui reprenait sa place, qui retrouvait un silence différent, plus vaste, plus lumineux, un silence choisi cette fois. Elle s'est installée dans un rythme nouveau, presque imperceptible pour ceux qui la regardaient de loin, mais essentiel pour elle. Ses journées ont commencé plus tôt. Elle a rouvert les fenêtres comme on ouvre une page blanche. Elle a recommencé à chanter seule, sans public, sans attente. Elle a relu d'anciens projets abandonnés, retrouvé des cahiers oubliés. Chaque geste devenait une manière de se réapproprier son espace intérieur. Lentement, sans revanche. Bernard-Henri restait une figure de son passé, mais plus un centre. Elle n'a jamais cherché à effacer ce qui avait été. Elle a simplement cessé de s'y perdre. Un soir, en regardant Paris depuis son balcon, Ariel a compris que sa renaissance ne serait pas bruyante, elle serait intime, silencieuse, presque secrète, parce que certaines libertés ne naissent pas du scandale, mais du moment précis où l'on accepte enfin de se tenir debout dans sa propre lumière. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre nous ont déjà un jour sacrifié une part d'eux-mêmes pour préserver une relation ? À partir de quand l'amour cesse-t-il d'être un partage pour devenir un effacement ? Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour y réfléchir. Partagez votre ressenti en commentaire. Dites-nous ce que cette histoire réveille en vous. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces récits humains, profonds, parfois inconfortables, mais nécessaires, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la autour de vous.